Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui je vous retrouve avec mon bilan lecture du mois de mai. Un mois de mai qui, ma foi, écoutez, était plutôt pas mal. Si on fait le point sur les livres que j'avais à lire, on peut voir que j'avais 10 romans et que sur les 10 romans, j'en ai lu que 8, ce qui écoutait, ma foi, plutôt pas mal. J'ai eu quand même deux petits abandons qui ont été livres que je n'ai pas lus, c'est-à-dire que je ne continuerai pas la saga Fort Wings, donc The Imperium, et je ne continuerai pas et terminerai pas bien évidemment la saga Off Campus. Voilà, j'ai tenté de lire le dernier tome de Off Campus et franchement j'ai pas réussi à rentrer dedans, je voulais pas me forcer à terminer un livre qui me faisait pas envie. Et Onyx Storm j'ai tenté aussi de lire et j'ai fait non. Non, non. Alors peut-être si, en plus j'ai appris qu'il y avait un tome 5 qui allait sortir, sachant qu'il n'y a pas le tome 4 qui est encore sorti, donc je sais pas, voilà, peut-être si peut-être si les 3 tomes sortiront en poche, peut-être que je reprendrai à partir de là, mais pour moi c'est pas ma priorité. Mais bon, je suis quand même contente des livres que j'ai lus. Le mois dernier, j'ai eu un énorme coup de cœur, j'ai eu un 3,5, j'ai eu de très belles découvertes, j'ai continué des sagas, Oui, c'est tout, j'ai commencé des sagas, j'ai terminé des sagas, donc en vrai, voilà. Ma première lecture du mois de mai, ça a été le tome 10 de A Son of Fiction de Suro Mishita chez édition Akata dans la collection Medium. Depuis le temps, vous le savez, ça fait partie de l'un de mes mangas shoujo préférés de tous les temps. C'est l'un aussi des rares mangas auxquels je suis à jour au niveau des tomes et de leur sortie. Et j'adore, voilà, j'adore tout simplement. Ce que j'aime beaucoup, donc j'ai mis 4,5, ce que j'aime beaucoup avec les tomes là qui arrive petit à petit, j'ai lu le tome 11 ce mois-ci, c'est tout simplement qu'on a vraiment une vraie avancement dans l'histoire de Yuki et Itsuomi. Là, les deux vivent ensemble, on a vu un peu comment ça se passait, le fait de cohabiter ensemble, et puis il y avait aussi des petites histoires autres à côté sur les autres personnages, un tome qui se termine sur un nouveau personnage, enfin des nouveaux personnages introduits en rapport avec le passé de Itsuomi. J'aime beaucoup, voilà, j'adore, c'est un manga que je peux pas empêcher de dire que franchement, j'attends avec impatience chaque sortie. Le tome 12 sort le mois prochain en juillet, ou c'était peut-être en août, je sais pas. En tout cas, c'est une saga qui est encore en cours autant au Japon qu'en France. Et même si je suis pas quelqu'un qui raffole vraiment des mangas type One Piece, Naruto, tout ça, qui ont énormément de tomes que j'avais tenté de lire à l'époque. Je me rappelle Naruto, ça faisait partie des premiers mangas que j'avais acheté, que j'avais lu. Ça me gêne pas qu'il y ait autant de tomes en vrai dans un manga comme ça, parce qu'il y a vraiment un vrai avancement à l'âge adulte dans ce manga que j'adore. Ma deuxième lecture du mois de mai, ça a été Les Cités de Poussière de Neil Pfeiffer chez les éditions Hachette Roman. Voilà que j'ai lu, ça a été mon premier Neil Pfeiffer. J'avais très envie de lire dans Grand Jetan, mais je me suis dit pourquoi pas commencer avec Les Cités des Poussières. Je vais le résumer parce que pour moi, faire un résumé, c'est un peu bancal. Puis je vais pas vous mentir, on est mi-juin, je me rappelle pas trop de tout ce que j'ai lu le mois dernier déjà. Dans un monde dominé par les rayons brûlants du soleil se dressent 4 cités survivant grâce à la poussière. Une poudre dorée invisible à l'œil nu qui s'échappe d'objets anciens, permettant notamment la création d'un élixir de jouvence. Delia Serpentine, une érudite de la Cité du Savoir, est sur le point de terminer sa formation pour devenir conservatrice. Une fonction cruciale pour la préservation des artefacts qui assurent la prospérité des cités. Son destin bascule lorsqu'elle découvre un étrange grimoire qui l'oblige à se lancer dans une quête périlleuse aux côtés de Dante, le bras droit du chancelier, dans l'espoir de contrer l'effondrement des cités. Allié sincère ou ennemi à redouter, qui est vraiment Dante, Delia peut-elle lui confier son destin et celui des cités de poussière. Alors, je sais pas si tu te rappelles, quand j'avais tiré au sort les papiers et que j'étais tombée dessus, j'étais bâtie inconnue, j'avais quand même eu le résumé, j'ai fait ouh, mais ça a l'air de me plaire, et en effet, j'ai mis 4 sur 5, j'ai beaucoup aimé. Alors, je suis contente que ce soit un one shot en vrai, parce que je trouve que Neil Pfeiffer a réussi à faire tout ce qu'elle voulait. C'est-à-dire que tous les codes de la fantasy type qu'on adore très clairement ont été rassemblés dans un seul livre, donc dans un seul one shot. Et j'avais peur que, vu que c'était un roman, un one shot, que certains éléments importants passent forcément à la trappe, ou même pas forcément importants passent à la trappe, et que tout soit rushé au niveau d'histoire. Alors ça n'a pas du tout été le cas, j'ai beaucoup aimé, j'ai mis un peu de temps à me mettre dedans parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à retenir sur les 4 cités, sur les pouvoirs qu'ils ont, sur un peu l'enfance de notre personnage principal, sur sa relation avec Dante, sur tout ça. Il y a eu beaucoup d'informations au cours du roman et des fois je me suis un petit peu perdue au début, mais une fois que tu es vraiment rentré dans l'histoire, ou vraiment à ce moment-là, Delia trouve le grimoire, c'est là vraiment où tout s'enchaîne et je trouve ça vraiment génial. Pour ma part, j'ai adoré franchement les personnages, j'ai adoré l'univers, j'ai adoré
Le récit, j'ai trouvé très poétique, très très beau. J'ai adoré les personnages autant principaux que secondaires. Tous ont vraiment un rôle très important et j'ai aimé le plot twist et le retournement de situation que je n'ai absolument pas du tout vu venir. Franchement, Liz Pfeiffer, quand elle écrit, elle sait ce qu'elle écrit. Elle écrit très très bien. J'ai beaucoup aimé. J'ai très hâte de découvrir Langrange-Temps. Je pense que je pense que ça va être une autrice que je vais suivre de très très près parce que j'aime beaucoup son style d'écriture, j'aime beaucoup son univers, ce qu'elle nous propose et franchement j'ai beaucoup apprécié et j'ai très très hâte, comme je le répéterai sans cesse, d'acheter, de lire Langrange-Temps. Si vous n'avez pas encore lu Les Cités de Poussière, franchement foncez, c'est un one shot, c'est de la fantasy, young adulte, ça se lit très rapidement, vraiment bien. J'ai adoré la romance entre Delia et Dante, j'ai adoré vraiment l'alchimie qui dégageait, j'ai adoré les personnages, tout était parfait, franchement pépite. Ma troisième lecture, ça a été Devour the Dark de Nikki Sandcrowd, qui est donc la suite Devourer of Men, donc Dévoreur d'hommes, qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui est la suite de sa saga Cruel Garçon Perdu. Cruel Garçon Perdu que j'ai lu l'année dernière. Alors, Nikki Sandcrowd, avec moi, c'est assez spécial. J'adore Peter Pan, c'est l'un de mes romans, Jane Barrie, j'adore, c'est un de mes romans préférés, c'est une de mes... Je lis et je regarde toutes les adaptations possibles. J'ai d'ailleurs regardé ce mois-ci, la semaine dernière, Peter Pan, Nightmare, Neverland Nightmare, là en rapport avec Winnie the Pooh, là, les films d'horreur, vous savez, qui sont interconnectés. C'est Terrifier et ça a ruiné mon enfance. Voilà, très clairement, ça a tout ruiné. Je crois que j'ai mis 0.5 niveau film, voilà. Mais j'adore Peter Pan et dès que je trouve des adaptations possibles, je les lu. Même si c'est pas forcément mon style. Quand j'ai lu le premier tome, Cruel Garçon Perdu, j'ai mis 3 étoiles. J'étais là, j'ai fait. En plus, moi j'ai lu en français parce que voilà, c'était sorti chez la Rancière. J'ai fait, mais qu'est-ce que je dis? Ça m'a détruit, j'étais choquée. C'était Smutty, c'était Dark Romance, c'était vraiment pas du tout ce que j'ai l'habitude de lire. Mais j'ai continué, j'ai lu le tome 2, puis j'ai lu le tome 3, puis j'ai lu le tome 4. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait Dévoreur d'hommes, donc Dévoreur of Men, que j'ai lu et que j'ai tellement plus surkiffé que le Garçon Perdu. Alors quand j'ai appris qu'il y a Devour the Dark qui est sorti, j'ai foncé, je l'ai lu et j'ai mis 4 étoiles. Pour ma part, j'ai beaucoup apprécié. Franchement, la relation polyamoureuse, relation entre nos 3 protagonistes, si vous n'avez pas lu Devour of Men, je ne vais pas trop spoiler. Pour ma part, j'adore, j'aime beaucoup plus en fait que Cruel Garçon Perdu, même si là on avait vraiment Peter et les autres personnages de la saga précédente qui étaient dedans, qui jouaient un rôle tout aussi important. J'ai vraiment beaucoup adoré et le fait que ce soit connecté avec un autre univers de contes de fées, j'ai trouvé ça vraiment génial et je me suis dit mais oui, mais en fait c'était là sous nos yeux, vraiment retournement de situation. Il y avait plus d'action, il y avait beaucoup, en fait avec la duologie Dévoreur d'hommes, il y a beaucoup moins de smut et c'est beaucoup plus focus sur le plot principal, sur l'histoire, sur les personnages. Et le très peu de smut qu'il y a eu pour ma part, ça m'a pas vraiment gêné et ça colle bien avec les personnages. Voilà, ça colle bien avec les personnages et avec la relation polyamoureux que ça a. Et je trouve que ça change le fait d'avoir des personnages polyamoureux, donc qui sont ensemble, tous les 3 ensemble. Ça change vraiment des genres de romans genre gay, LGBT, Safi que j'ai l'habitude de lire. Donc en vrai, j'ai trouvé ça vachement cool. Et la fin, j'ai fait mais non. Ça s'arrête comme ça, il n'y aura pas de tome 3. Non, moi je veux un préquel maintenant. Je veux un préquel sur après cette fin-là. Je veux un préquel, je veux une autre histoire autour de même compte. Nikki Sandcrowd, je pense que ça va être une autrice que je vais quand même suivre de près. C'est-à-dire que j'aime pas forcément les dark romances, très clairement, mais elle a une façon d'écrire qui m'hypnotise. Genre, j'aime beaucoup sa façon d'écrire, mais je déteste forcément certains moments, je fais non, c'est trop pour moi. Mais je lis quand même. Donc c'est une autrice que je vais suivre. J'ai mis 4 étoiles. J'ai beaucoup quand même apprécié l'univers. Puis c'est Peter Pan, donc franchement, je peux pas passer à côté. Et en vrai, Cruel Garçon Perdu, je recommande pour le fun. Je recommande pour lire pour le fun, ne prenez pas ça très au sérieux, surtout le tome 1. Après, tome 3 et 4, on est vraiment sur quelque chose de plus sérieux avec beaucoup moins de smut, mais toujours extrêmement hardcore. Donc voilà, mais franchement, j'ai passé un très bon moment. Ma prochaine lecture, ça a été mon coup de cœur du mois de mai, et il s'agit de Circé de Madeleine Miller chez l'édition Pocket. Regardez-moi cette beauté que c'est. Regardez-moi, j'ai mis 5 sur 5. Je vais vous lire le résumé, je vais vous donner mon avis après parce que je suis obligée. Fruit des amours d'un dieu et d'une mortelle, Circé, la nymphe, grandit parmi les divinités d'Olympe. Mais son caractère détonne. On la dit sorcière parce qu'elle aime changer les choses, plus humaine que céleste parce qu'elle est sensible. En l'exilant sur une île déserte, comme le fut jadis Prométhée pour avoir trop aimé les hommes, ses pères ne lui ont-ils pas plutôt rendu service? Là, l'immortelle peut choisir qui elle est. Demi-déesse, certes, mais une femme avant tout, puissante, libre, amoureuse. Ce roman-là m'a
détruite. Ah franchement, je l'ai lu, j'étais mais bouleversée. J'ai fait un avis beaucoup plus ouvert dessus sur mon BookTok. Voilà, si vous avez envie de voir, je vous mettrai en barre d'infos ou vidéo là, bref, peu importe. Ce livre, j'ai pleuré. Voilà. Alors, il y a beaucoup de gens, j'ai discuté avec une collègue qui a lu Circé qui m'a dit, moi j'étais déçue de la fin, franchement j'ai pas du tout aimé. Alors, je peux comprendre pourquoi les gens ont été déçus de la fin, mais pour ma part, je trouve que c'est très bien, c'est parfait, ça rend très justice à Circé. Je connaissais plus ou moins son personnage, évidemment, avec tout ce qu'il y a, Jason et la Toison d'Or, Ulysse et tout ça. Euh, mais là, voir son point de vue et voir, se rendre compte que c'est une femme quand même qui a été malheureuse toute sa vie et que l'exil, ça a été la plus belle chose qui lui soit jamais arrivée. Il y a vraiment, je crois, le, le passage qui m'a le plus touchée dans ce roman, c'est sa rencontre avec Dédale et Icare. J'en dirai pas plus, mais c'est vraiment, je crois, le point cumulant, je pense, qui a été pour le personnage de Circé, qui a vraiment qui a marqué sa vie et qui, moi, m'a marqué au niveau de l'histoire, parce que franchement, c'est une des scènes qui m'a le plus marqué, toute l'histoire, et j'ai vraiment adoré. C'est une femme tragique qui a vécu des choses, qui a été trahie, qui s'est fait humiliée plus d'une fois par les membres de sa famille, qui a, à chaque fois qu'elle a voulu faire du bien, on l'a vue comme une sorcière et qui a pas forcément conscience de ses pouvoirs et de ce qu'elle peut faire, mais une fois qu'elle l'a fait, c'est devenu une femme forte. Et comme j'ai dit, je comprends pourquoi les gens ont été déçus de la fin, mais pour ma part, j'ai adoré. C'était un beau bébé, hein. C'était un beau bébé de 500 pages, mais j'ai lu non-stop le livre. Je crois d'ailleurs, j'avais fait une vidéo, quelque chose de lecture avec moi, que vous pouvez retrouver, je crois, dans le petit, juste là où j'avais lu Circé, j'avais lu Devourer of Men of the Dark aussi. Mais ouais, pour ma part, j'ai adoré. Gros coup de cœur du mois de mai. J'ai toujours un coup de cœur par mois, donc c'est assez cool. On verra à la fin quand je ferai mes favoris de 2025, mais franchement, j'ai adoré. Si vous l'avez pas encore lu, lisez-le, parce que franchement, il est vraiment génial. Entre ça et Le Chant d'Achille, pépite, les deux vraiment génial. Et une autrice que je vais suivre aussi de très près, parce que j'ai une copine qui m'a dit il y a quelques temps qu'elle allait sortir un nouveau roman, encore autour de la mythologie, donc très très hâte de découvrir ça. J'ai ensuite lu quelque chose où je voulais souffler un peu et dire ok, après toutes ces émotions, lisons un livre qui se lit très rapidement. J'ai lu The Crash de Freda McFadden, qui était son dernier roman en date avant The Tenant. J'ai mis 4 sur 5. Alors, c'est l'un des romans qui n'est pas forcément apprécié par les gens, ce que je peux comprendre. Dans ce roman, alors j'ai plus les prénoms, on suit une femme qui est enceinte, voilà, très clairement, et qui part, je ne vais pas spoiler tout ce qui se passe pour raison évidente, et qui reçoit un coup de fil de son frère qui lui dit écoute, après tout ce qui t'est arrivé, t'as besoin de souffler. Franchement, rejoins-moi, pars, sachant qu'on est en hiver. Elle décide de rejoindre son frère, elle part en voiture en hiver avec un énorme blizzard, alors qu'elle devrait pas, mais elle s'est dit il faut que je le fasse parce que je veux vraiment m'éloigner de ma vie et tout. Et elle se retrouve à avoir un accident et elle est sauvée par un homme qui est là pour l'aider. Et le souci, c'est que cet homme et cette femme paraissent assez bizarres et en gros, on va suivre. Est-ce qu'elle est vraiment en sécurité dans cette maison? Ou est-ce que c'est plus. Est-ce qu'elle est safe? Est-ce qu'elle est en sécurité? Est-ce que c'est pas mieux qu'elle soit dehors plutôt à attendre de l'aide et tout? Donc on va suivre un peu cette histoire-là. Comme d'habitude, Freda McFadden. Alors, j'aime beaucoup Freda McFadden, ça vous le savez, c'est une de mes autrices que j'aime beaucoup. J'ai compris pourquoi les gens n'aimaient pas ce roman. En fait, ça change, ça reste du thriller psychologique, mais elle a fait une histoire totalement différente de ce que nous, en tant que lecteurs, on a l'habitude d'apprécier quand on lit du Freda McFadden. C'est-à-dire, elle a une façon d'écrire, on sait forcément à quoi s'attendre quand on lit du Freda McFadden. Je veux dire, depuis La femme de ménage, elle utilise les mêmes outils qu'elle utilise à chaque fois dans ses romans. Dans ce Crash, j'ai trouvé qu'elle utilisait des formats d'outils complètement différents de ce qu'elle a l'habitude d'écrire tout en gardant ce côté thriller psychologique. Et je peux comprendre pourquoi les gens n'ont pas forcément aimé. On se retrouve un peu entre un huis clos et le monde extérieur. Donc c'est assez compliqué. On a deux personnages totalement différents qui veulent des choses totalement différentes. Et une fin où la fin, c'est pas du tout où tu t'attends genre oh mon dieu, retournement de situation. Non, c'est vraiment... je sais pas. J'ai apprécié ma lecture, mais je ne m'aurais pas mettre plus haut. Et je comprends pourquoi les gens n'ont pas forcément apprécié. Ça reste du Freda McFadden après, ça se lit assez rapidement. C'est sûr que c'est pas le roman que je conseillerais le plus de lire. C'est sûr que si je faisais... si je classerais tous les livres que j'ai lus d'elle, La Prof que j'avais lu, c'était mon tout premier livre peut-être que j'ai lu, The Teacher, j'avais mis 3,5, serait en dessous, et The Crash serait juste au-dessus. Après... il y aurait The Crash, The Inmate et tous les autres romans que j'ai lus à côté. Donc c'est pas mon préféré, c'est pas celui que je recommanderais le plus. C'est vrai que ces deux derniers romans, celui-ci et The Tenant, qui apparemment a des notes extrêmement horribles, des gens qui ont des nefs,
Voilà, est-ce que Freda McFadden s'essoufflerait pas un petit peu? On verra. Et pour ma part, j'ai mis 4, j'ai quand même beaucoup apprécié ma lecture. Après ça, je voulais un petit peu de romance, voilà, donc j'ai lu Hopeless de Elsie Silver, qui est donc le 5e et dernier roman de sa saga Chestnut Queen chez l'édition Piactus. Et voilà, alors, c'est pas mon préféré. Voilà, beaucoup de gens l'apprécient, pour ma part, ce n'est pas mon préféré. Si je devais faire un classement en commençant du moins bien jusqu'au meilleur, il y aurait Hopeless, Powerless, Reckless. Je cherche les noms. Attendez, parce que j'ai peur de mélanger. Ah, alors j'aurais Powerless, Hopeless, Reckless, Flawless et Heartless. Voilà. C'est pas mon préféré, j'ai noté 3,5. Dans cette histoire, on va suivre Bo Eaton qui fait partie de la dernière des Eaton, voilà, très clairement, de Chestnut Queen, qui est un militaire qui est revenu parce qu'il a eu un accident et tout ça, et il essaye de vivre sa vie comme il se peut. Et on va suivre, j'ai plus les prénoms, ça fait depuis un petit moment que j'ai lu, donc je vais pas vous mentir. On va suivre Belay, donc Beau et Belay. Belay qui fait partie un peu, vous voyez Shameless, vous voyez les Milkovich, c'est à peu près pareil. Sa famille, c'est un peu des délinquants qui volent, qui décident de faire des bêtises, voilà, qui sont contre la loi et tout ça. Bella, elle, qui essaye d'être loin de sa famille et se dire je suis pas du tout comme ça, mais les gens la voient parce que vu qu'elle a une famille vraiment de criminels, pour les gens, pour elle, Bella c'est une criminelle alors que pas du tout, elle cherche juste à continuer de travailler au bar et mettre de côté un maximum pour pouvoir partir de la ville, se faire un nouveau nom, être qui elle veut être sans qu'il y ait le nom de sa famille derrière qui la suit. Et Bella se retrouve à avoir un petit souci, et un petit souci qui fait que elle et Beau vont devoir jouer les fiancés. Voilà, donc c'est du fake dating, voilà, avec There's a Wedding, obviously. Et on va suivre la romance entre Beau et Bella. Alors, j'ai aimé. La relation entre Beau et Bella. Il n'y a pas de souci là-dessus. Beau a quand même énorme PTSD, tout ça. Et j'aime beaucoup le fait de voir Bella se réveiller et quand même l'aider, lui rassurer, lui dire écoute, je suis là, tout va bien se passer. Les deux s'entraident mutuellement. La famille de Beau aide beaucoup Bella et elle apprend à se rendre compte, finalement, je suis peut-être bien comme je suis. Mais ce qui m'a dérangé, c'est le smut. Vous savez que je n'ai pas de souci avec le smut. Vous savez que je sais qu'il y a du smut dans Chestnut Spring, j'ai pas de souci là-dessus. Mais ça m'a fait le même effet que Powerless. C'est-à-dire que dès le moment où la romance s'est fermée, il y avait que du smut et l'histoire principale passait un peu à la trappe. Ça m'a beaucoup dérangé, surtout la scène dans la salle de bain avec le rasoir. Ceux qui ont lu le savent, ceux qui n'ont pas lu, voilà. Ça m'a un peu beaucoup dérangé. Et le smut, c'était trop pour moi. Je veux dire, ok, Heartless a beaucoup de smut aussi, mais Heartless, c'est Heartless. Je veux dire, Heartless, c'est Cade. Je peux pas en vouloir à Cade, voilà. Mais c'est juste ça, en fait, qui fait que j'ai pas mis 4. Le smut était beaucoup trop pour moi, mais sinon la relation entre Beau et Bella était magnifique, était super belle. C'est des deux qui peuvent compter l'un sur l'autre, qui n'ont pas forcément vécu de très belles choses, mais qui s'entraident mutuellement. Et voir tous les autres personnages de chez Softwing se former et être là pour les deux, j'ai trouvé ça vraiment bien. Je suis contente d'avoir terminé enfin Chestnut Wings, ça faisait partie de mes 25 livres pour 2025. Terminé Chestnut Wings, je l'ai fait. Et j'ai eu pour mon anniversaire le premier tome de Wild Love que j'ai de la saga Rose Hill, Wild Love, que j'ai très hâte de lire parce que vu que j'ai terminé ça, on suivait l'un des personnages qui va être dans la saga Rose Hill, donc je suis très contente, donc j'ai mis 3,5. Pas mon préféré, mais j'aime toujours autant cette saga. L'avant-dernier roman que j'ai lu en mai, il s'agit de Phantasma de K.D. Smith, qui est donc le premier tome de sa saga Enchanted ou Enchantra. Enchantra, je crois que c'est le nom du tome 2. Bref, le Caraval Dark Romance, que j'ai enfin réussi à lire. Vous savez que j'ai sorti peut-être 2-3 fois dans l'année pour essayer de le lire, et à chaque fois j'ai fait ah non. Et ben j'ai tenu. Alors les premiers chapitres étaient très longs, mais une fois dans l'histoire, ça s'est enchaîné, j'ai mis 4,5. Alors j'ai plus les prénoms des personnages, mais on va suivre deux sœurs en Nouvelle-Orléans pendant la Regency era, donc l'era des Bridgerton, pour que vous ayez une idée. Leur mère vient de mourir et leur mère était connue un peu comme, on va dire, la médium, psychique, tout ce que vous voulez, de la Nouvelle-Orléans, où les gens venaient pour faire un peu revenir leur... c'est une nécromancienne, voilà. Faisait revenir un peu pour faire revenir
leurs proches décédés à la vie. Et avec le fait que leur mère vient de décéder, c'est à notre protagoniste d'être la nécromancienne de la ville, mais elle ne sait pas forcément ce qu'elle veut, ni sa sœur. Et sa sœur, elle est là, elle fait, mais viens, il faut qu'on parte, ça sert à rien, t'es pas obligé de faire ce que maman nous dit forcément de faire, maintenant elle est morte. Et les sœurs apprennent que leur mère, que leur maison va être saisie par la banque parce qu'il y a eu des problèmes au niveau d'argent. La sœur de notre protagoniste disparaît un jour sans laisser de traces et notre protagoniste apprend qu'elle a décidé de participer à Fantasma, qui est un jeu. En gros, tu rentres, tu participes et tu participes à des épreuves assez mortelles basées sur les péchés capitaux. Et si tu atteins au bout, tu peux repartir avec l'argent qu'il te faut pour ce qu'il faut. Et elle va tenter, donc notre protagoniste féminine va participer à Fantasma pour récupérer sa sœur. Là-bas, elle va faire connaissance d'un fantôme, il y a de la romance et c'est incroyable. Comme je l'ai dit, les premiers chapitres est assez long, c'est-à-dire le temps que l'histoire se mette en place, qu'on ait les personnages, qu'on ait un peu le background story, un peu autour de la famille et tout, des pouvoirs, de ce qui se passe. C'était assez long, donc j'ai eu un peu mal à rentrer dedans. Mais une fois qu'on est rentré dans Fantasma, mais laissez-moi vous dire, ce roman, c'est une pépite. Alors pourquoi est-ce que je ne l'ai pas lu l'année dernière? Mon but c'était que je lise l'année dernière, je ne l'ai pas lu. Mais c'est une pépite. Franchement, pour ma part, j'ai adoré. La romance était incroyable. Les personnages étaient fous. J'ai adoré l'aspect épreuve basé sur les 7 péchés capitaux. Voir comment notre personnage peut s'en sortir. Les retournements de situation, j'allais dire les révélements, pas du tout. Les révélations sur sa famille. Genre, il y a vraiment tout un Fantasma, c'est vraiment un énorme truc. Et la fin, genre les retournements de situation de fin, j'étais là, j'ai fait... Mais quoi? Bon, d'un côté, j'avais un petit doute, mais je pensais pas en fait que ce doute, ça allait être ça et ça allait se transformer en un énorme truc. Pour ma part, j'ai adoré, franchement. Alors, c'est mieux de lire, c'est plus préférable de lire en français que de lire en anglais. Parce que Fantasma, c'est quand même quelque chose, faut lire, hein, faut tenir pour lire. Mais j'ai adoré, j'ai trouvé ça vraiment génial. L'ambiance très Dark Regency era avec une dose de fantaisie, mais juste... Et puis la romance, je l'ai vraiment trouvée magnifique. La romance est vraiment très belle, hein. Sachez-le. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Après, comme je l'ai dit, ça fait un moment que je l'ai lu. Voilà, donc j'ai plus trop de souvenirs, mais je sais que j'ai beaucoup aimé pour mettre 4,5 sur un roman comme ça. C'est que vraiment, encore j'avais prévu de mettre 3,5, puis ensuite c'est monté à 4. Et après, vers la fin, c'est monté à 4,5. J'étais pas loin du 5, mais j'en étais pas là. Mais franchement, c'est vraiment génial. J'ai tome 2 qui m'attend sur ma Kindle. Je pense que je lirai peut-être juillet, août, vu que ça, c'est les grandes vacances. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Le dernier roman que j'ai lu le mois dernier, il s'agit de Foxglove de Ado English, édition de Saxus, qui est donc le deuxième tome de sa saga trilogie Belladonna. J'ai lu Belladonna en avril, que j'ai beaucoup apprécié. Vous savez que Foxglove faisait partie de mon livre Joker, que j'ai donc utilisé le mois dernier, que j'ai lu, j'ai mis 4 étoiles, j'ai beaucoup apprécié. C'est la fin un peu d'une duologie pour laisser place au troisième tome qui s'appelle Wisteria, en rapport avec d'autres protagonistes, voilà. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce roman, c'est que déjà le fait que j'ai pas attendu plusieurs mois avant de décider de le lire, mais surtout que ça reprend vraiment pile poil là où le roman s'est arrêté, là où Belladonna s'est arrêtée. Et j'aimais le fait qu'on en apprenne plus sur notre personnage féminin principal, qu'on apprenne plus sur sa famille. Il y a des petits retournements de situation, il y a des petites révélations évidemment qui sont faites, mais ce côté très Dark Academia, vraiment j'adore. C'est quelque chose que je commence vraiment à apprécier, que j'aimerais lire plus de romans assez dark, mais pas dark romance non plus, hein. Je vais pas lire, vous allez pas me voir lire Captive ou Valentina à côté, hein. Hors de question que je dis ça. En vrai, juste pour le fun, parce que ça me ferait rire, mais jamais je lirai, hein, très clairement. Mais j'ai peur que si je décide de lire pour le fun, je vais vraiment apprécier, donc voilà. Mais pour ma part, j'ai beaucoup aimé. Après, comme je dis, ça fait un moment que j'ai lu, donc j'ai pas trop de souvenirs, mais j'ai beaucoup aimé. Et ça reste quand même une bonne fin, donc je suis assez contente. À la fois, ça reste une bonne fin avec les bonnes révélations, retournement de situation, ok, découverte. Et j'aime beaucoup je vois où le tome 3 un peu veut nous venir, et je suis assez contente de ça aussi, parce que c'est un peu quelque chose que j'attendais pendant que j'étais en train de lire le roman. J'étais genre, et c'est arrivé, donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Donc j'ai très hâte, en tout cas. Ça a été une très bonne lecture. Je crois que j'ai refait le compte et j'ai pas lu 10 livres en fait le mois dernier, mais en fait j'en ai lu 8. Et juste 2 livres en fait que j'ai pas lu, que j'ai changé finalement avec Foxglove et Devour the Dark. Donc finalement en fait, je crois que j'ai lu mon pilier de 8 livres que j'avais prévu de lire.
mais j'ai juste changé de roman. Donc en vrai ça va. Je m'excuse pour ma voix si elle est cassée, je suis pas malade, mais j'ai des allergies. Et apparemment mes allergies ont pris beaucoup plus le dessus que ce que je pensais, donc je me soigne pour ce qu'il faut. Et s'il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière, c'est que j'étais beaucoup trop fatiguée, j'étais crevée, je suis physiquement fatiguée, mais sachez que j'ai eu mes injections vendredi dernier et que ça s'est très bien passé. Et c'est pour ça que je tourne cette vidéo ce jour-là, le mercredi pile où il faut que je la sorte parce que j'étais assez fatiguée. Mais voilà, donc je suis assez contente, j'avais peur qu'il n'y ait pas de vidéo encore cette semaine, mais j'ai quand même pris le courage de le faire. Niveau lecture, j'ai eu peut-être une semaine et demie, genre de panne de lecture, mais là j'ai repris, donc je m'en sors assez bien. Et voilà, c'est tout. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu, que mon bilan lecture vous a plu. Je m'excuse si c'était un peu bancal, comme je vous l'ai dit, on est, je crois, mi-juin. Ça fait un moment que j'ai lu ces livres-là, donc voilà. En tous les cas, je suis très contente des lectures que j'ai eues et je vous retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao!